Chapitre 20. La grande demeure se dressait devant elle. C'était un sentiment bizarre de se trouver là. Myrdad devait bien avouer qu'elle sentait un certain malaise s'insinuer en elle, alors qu'elle se tenait devant cette grille derrière laquelle l'attendait son passé. Ce passé dont elle avait refermé la porte pour qu'il cesse de la tourmenter, et qui la hantait néanmoins chaque nuit, en particulier quand elle était faible. Depuis ce soir où Jorg l'avait sauvée du démon et des flammes, l'avait emportée dans ses bras, tel un étrange ange noir, elle n'était jamais revenue. Il y avait d'abord eu son arrivée au chapitre, sa reconstruction, puis son entraînement. Tout ce temps ne pouvait pas sortir, elle pas plus que les autres, même si elle était la protégée de Jorg, surtout parce qu'elle était la protégée de Jorg. Être la pupille du grand inquisiteur ne signifiait pas qu'on n'avait plus de droits, mais au contraire plus d'obligations et d'exigences de résultats. Jorg attendait beaucoup d'elle, et elle ne voulait pas le décevoir. Elle se devait donc d'être la meilleure en tout point. Plus tard, quand elle avait pu quitter le chapitre, elle n'était jamais revenue. Elle savait que la maison existait et que, visiblement, personne n'était venu y habiter. C'était étonnant. Dans les cristallopoles où la moindre place était convoitée, on n'ait pas démoli cette vieille ruine noircie pour bâtir une nouvelle demeure. Quelqu'un avait donc conservé ce terrain? Mais qui? Et pourquoi? Un autre mystère à ajouter à la liste de ce qui entourait sa famille. Elle s'était trouvé mille excuses, ses missions, son entraînement, mais elle connaissait la vérité. Elle avait peur. Peur de se confronter à son passé, son propre cauchemar. Mais tout la ramenait à présent en ce lieu, comme si le sort, quoi qu'elle ait pu faire pour ne pas revenir, s'acharnait à la rappeler. Et cette fois, elle ne pouvait plus faire demi-tour. Que le message contenu sur le cylindre mémoriel ait été un faux, ou qu'il soit réel, elle devait s'en assurer. Et comment aurait-il pu être un faux? Il y avait dans ce message des choses que seul son père et elle connaissaient, à commencer par cette cachette dans laquelle se trouvaient les documents qu'il lui demandait de chercher. Qui d'autre que lui pouvait savoir qu'elle y dissimulait ses trésors? Et si c'était vrai, tout son monde, ce en quoi elle croyait, s'effondrerait. C'était terrible et elle n'en avait aucune envie. Une partie d'elle-même était tentée d'aller voir Jorg, de tout lui dire. Mais l'autre hurlait et exigeait la vérité et la justice. Quand le message s'était achevé, 2 soirs plus tôt, elle était longtemps restée assise sur son siège à contempler la porte de sa cellule. Une part d'elle-même voulait se précipiter à l'extérieur pour venir ici, mais une seconde, un peu plus raisonnable, l'avait enjointe d'attendre. Il fallait qu'elle se repose de cette journée démentielle. Elle devait être forte pour affronter son passé et ce qui le hantait. Elle s'était donc levée, s'était dévêtue de sa combinaison, puis, nue, était allée prendre une douche chaude. Le ruissellement de l'eau brûlante et la mousse sur sa peau lui avaient fait un bien fou, délassant tous ses membres. Elle avait eu l'impression qu'avec elle s'en allaient les impuretés, les salissures et le sang des morts. Sa main humaine glissait sur elle presque avec sensualité, sur sa poitrine, son ventre et puis un peu plus bas, chassant les tensions accumulées depuis ces 2 jours, s'égarant au creux de sa personne où palpitait le cœur même de sa féminité. Et alors que ses doigts frôlaient et caressaient les yeux clos, le souffle plus oppressé, qu'une autre chaleur, une douce chaleur, montait de ses entrailles pour se répandre en elle, sur l'écran de ses paupières, elle n'avait pu s'empêcher de projeter un regard un rien fauve, un sourire, et lui était revenue la sensation de bras rassurants se refermant sur elle. Elle s'était mordu les lèvres pour retenir un gémissement, avait serré les cuisses, pour mieux les desserrer, s'ouvrir. Sa main était descendue un peu plus bas sur sa jambe, jusqu'à la jonction, là où la chair s'unissait à l'alliage, où l'organique devenait métallique. L'eau ruisselait sur le cuivre, le titane et le chrome, cette extraordinaire mécanique qui faisait d'elle une parfaite machine de combat.
Dégrisée, le rêve brisé, elle ouvrit les yeux, écarta sa main de son corps comme si le contact lui en faisait soudain horreur. Sa main licanomatique s'était tendue, avait coupé l'eau. Elle avait saisi sa serviette et s'était essuyée avant de sortir de la douche, comme elle aurait fui. Le miroir l'attendait. Il lui avait renvoyé son image comme une accusation, une moquerie. Qui voudrait d'un être comme elle? Elle avait contemplé ce corps hybride qui lui faisait face, moitié chair, moitié métal, qu'il a fixé de ses grands yeux sombres sous la frange stricte alourdie d'eau dans ce visage de chatte. Une chasseresse, une guerrière, pas une de ces femmes qu'aimaient les hommes, et qui aurait aimé une semi-automate. De toute manière, peu importait, elle ne désirait pas aimer. Elle désirait se battre et exorciser les démons. Forte de cette conviction, elle s'était mise au lit et s'était endormie. Elle devait être vraiment épuisée car elle n'avait même pas fait de cauchemar. La journée, elle avait retrouvé Helena qui, bien sûr, l'avait cuisinée sur les éléments de l'opéra. Elle n'avait pas été la seule. Aussi, Myrdat avait-elle fait un groupe pour réfectoire afin de ne pas avoir à se répéter 20 fois. Tous étaient restés pendus à ses lèvres alors qu'elle racontait, en passant sous silence tout ce qui concernait son père et ce que lui avait révélé Aïda. Helena était revenue sur Marius, elle semblait en faire une obsession. Myrdat dut expliquer son rôle et la raison de sa présence, en édulcorant évidemment la quasi-totalité de leur échange. Le récit terminé, elle avait eu droit à un tonnerre d'applaudissements. En toute autre circonstance, elle en aurait été grisée, mais pas ce jour-là. Elle revoyait encore et encore le visage d'Aïda tourné vers elle, son sourire triste quand elle avait caressé sa joue. Non, il n'y avait pas de quoi se réjouir, ni pour elle, ni pour tous ceux qui étaient morts de manière abominable ce soir-là. Elle avait surtout conscience qu'elle devait agir le soir même. Demain, Jorg l'attendrait en confession, et outre qu'il n'avait pas son pareil pour déceler le mensonge, surtout chez elle qu'il connaissait si bien, elle ne savait pas si elle serait capable de lui mentir à nouveau. Pour se confronter à lui, elle devait avant découvrir la vérité, et donc se rendre dans la demeure de son enfance aujourd'hui. Elle avait attendu que la journée s'écoule. Sur les coups de 18 heures, alors que la lumière baissait et prenait les camailleux du crépuscule, ce crépuscule artificiel que suscitait la modification de l'éclairage du dôme, bien sûr, pas le vrai crépuscule, celui qu'elle n'avait jamais connu et que les anciens évoquaient avec de la mélancolie plein les yeux et la voix, elle s'était apprêtée à sortir. Rien ne l'en empêchait, les inquisiteurs avaient parfaitement le droit de quitter l'enceinte du chapitre, mais ils devaient le signaler, ce qu'elle avait fait. Tout aurait été facile s'il n'y avait eu Helena qui, la voyant sur le point de partir, avait souhaité l'accompagner. Quand elle avait prétexté vouloir être seule, elle l'avait accusé d'aller retrouver le Criscognard et de briser ses vœux, que ce dernier l'avait envoûtée, qu'elle perdait la tête. Elle en devenait agressive. Myrdat, après avoir tenté de l'apaiser et l'avoir rassurée, avec la plus grande sincérité, que ce n'était pas le cas, l'avait laissée là, tremblante de colère, et était sortie. Cette fois, elle n'avait pas pris un gyrocoptère, mais l'électropolitain. Elle ne désirait pas que l'on sache où elle était allée. Le trajet avait été long, à bord du monorail. Elle en avait perdu l'habitude, à force de tout le temps se déplacer par la voie des airs. Et pendant tout le voyage, dans les rames ou sur les quais, elle avait senti peser sur elle les regards des passants. L'inquisiteur attirait toujours l'attention, mais ce soir plus encore que les autres. Les enfants la pointaient du doigt. Elle entendait des voix murmurer « C'est elle !»« Qui elle ?»« Myrdat de Badcastle, celle qui... »« Oh, celle-là !» Dans un des wagons, comme elle baissait la tête dans l'espoir de passer inaperçue, une fillette dans sa tenue d'écolière s'était approchée d'elle. Myrdat avait levé les yeux pour croiser ceux d'un bleu profond, un peu comme ceux d'Helena, qui la fixaient avec un mélange d'admiration et de timidité. La gamine était visiblement impressionnée. « Tu es Myrdat de Badcastle, pas vrai? La casseuse de démons ?» La casseuse de démons, avait-elle songé, à la fois amusée et surprise. Oui. Elle n'avait pas le cœur à mentir, pas à cet enfant. La petite avait aussitôt embrayé, tout à trac, en lui tendant un carnet et un stylo. « Tu peux me signer un autographe ?»
Myrdad, qui ne s'attendait pas à ça, l'avait fixé avec étonnement avant d'acquiescer. Oui, si tu veux. Elle avait saisi le carnet de la fillette et lui avait demandé. Comment t'appelles-tu ? Anna, lui avait répondu sa jeune admiratrice. Myrdad avait donc signé le premier autographe de sa vie. La petite l'avait regardé faire avec de grands yeux pleins d'étoiles. En retournant vers son groupe d'amis qui gloussaient d'importance et se poussaient des coudes, elle lui avait lancé. « Ma maman, elle dit que tu es une héroïne et que tu nous protèges tous. Elle va être drôlement impressionnée. » Elle était partie retrouver ses amis à qui elle avait triomphalement montré son carnet. Comme elle aurait dû s'y attendre, toutes les autres l'avaient imitée. Myrdad en souriait encore alors qu'elle montait les marches de la station de métro. Son métier avait aussi des bons côtés. Les réactions d'Anna et de ses camarades la raffermissaient sur le bien fondé de ce qu'elle faisait. Son sourire s'était effacé quand elle était arrivée devant cette grille.